Je vous en prie, prenez place. Donc, je suis Jean-Baptiste Cuzin, directeur de la coopération transfrontalière européenne internationale à la région Grand Est et actuellement également directeur du secrétariat du sommet des exécutifs de la Grande Région. Et nous allons parler là pendant 1h15 des enjeux hydrogènes au sein d'un territoire quadrinational que vous ne connaissez peut-être pas tous, qui est la Grande Région. Alors, qu'est-ce que la Grande Région? La Grande Région, c'est un espace de coopération constitué de la Wallonie, du Grand-Duché du Luxembourg, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et de la Lorraine, qui est un espace donc quadrinational, particulièrement intégré, et qui, dans la continuité de la présidence sarroise en 2019-2020, est engagé sous présidence française en 2021-2022 dans une démarche intégrée pour voir comment faire mieux travailler les différents territoires pour accélérer les transitions et notamment la transition vers des territoires à bas carbone. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous, je ne sais pas si elle est déjà... Ja. Wir haben die Ehre aus Saarbrücken, Frau Ministerpräsidentin Anke Reininger. Anke Reininger qui vient de Saarbrücken. Bienvenue. Donc elle a été élue il y a juste quelques semaines. Et tout de suite, je vous laisse la parole pour nous expliquer quelle est l'approche en fait de la politique en matière d'hydrogène. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette invitation. Chers participants des différentes discussions, la Grande Région comme une région pionnière pour l'hydrogène, c'est le titre de la discussion. Et je trouve que lorsqu'on se pose cette question, il y a 3 questions concrètes auxquelles on doit répondre. Est-ce que la Grande Région veut rester pionnière, veut être pionnière dans ce domaine? Deuxièmement, est-ce qu'elle peut le faire? Et troisièmement, et si on a mis tout ça en place, et si on y croit, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il reste à faire pour pouvoir suivre ce chemin tous ensemble? Alors, moi, je peux dire que pour les 2 premières questions, c'est clairement un oui. Nous voulons le faire, nous voulons être pionniers dans ce domaine et nous pensons que nous avons les moyens de le faire. Nous avons une bonne collaboration et donc je vous remercie que notre Grande Région s'est encore rapprochée. Donc c'est tout ce qui se cache derrière ce terme de Grande Région. Pour moi, c'est décisif pour l'avenir de notre région et le sujet de l'hydrogène. Il y a beaucoup d'experts là parmi nous et c'est vraiment la clé pour une société neutre en carbone et une industrie aussi neutre en carbone. Et donc, on voyait qu'il y a vraiment des choses nécessaires à faire. On peut décrire le chemin à suivre. Et donc, qu'est-ce qui est possible dans le monde? On doit définir, en fait, que nous voulons grandir, que nous voulons produire, qu'on veut atteindre un niveau de vie, donc partout dans le monde comme nous en Europe, et qu'il faut pouvoir offrir le même niveau qu'on a et ne pas répéter les erreurs que nous avons faites dans le passé. Et donc, en fait, participer pour limiter justement ce changement climatique. Et donc, nous, pour pouvoir garantir cette qualité de vie dans l'industrie de notre pays, il faut qu'elle soit protégée. Et donc, quand on parle de l'hydrogène, il y a une application, évidemment, dans la mobilité, mais ça veut dire aussi une utilisation dans l'industrie, et en particulier dans l'acierie.
Alors là, la SAR, donc pas seulement pour des raisons économiques, mais c'est important parce que c'est l'existence de notre plante. C'était le charbon, c'était l'acier. La SAR n'existerait pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le charbon et l'acier. Alors le charbon, on a quitté le charbon. Pour ce qui est de l'acier, on veut continuer à rester dans la course, pour ainsi dire. Et pour garantir cela, nous avons besoin de l'hydrogène, de cette technologie. On ne veut pas que l'acier ne reste pas sous pression comme par le passé. Avec les problèmes, les discussions sur le commerce, sur les droits douaniers, mais il y a aussi en question des règles que nous devons respecter pour la protection du climat. Mais si on ne trouve pas les bonnes clés, ça va être dangereux en fait pour les différents sites. Donc nous voulons de l'acier vert. C'est pourquoi c'est une nécessité que l'on parle de l'hydrogène pour ce domaine, mais aussi d'autres domaines, que l'on avance. Et on doit réfléchir aux possibilités sur de l'hydrogène vert, que ça reste compétitif et qu'on l'a pour nous à un coût compétitif à notre production. Donc nous parlons évidemment d'infrastructure, nous parlons de production, mais aussi d'infrastructure. Elle n'est pas là, mais quand elle sera là, c'est aussi une garantie pour l'avenir, pour des sites. Et c'est pourquoi pour nous, c'était quelque chose de central, d'existentiel. Et finalement, pour nous, la question, c'est que l'importance ou l'avantage pour le climat, ce n'est pas la compétitivité, ça ne doit pas être une question de concurrence. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider? Ce sont les projets à l'échelle européenne. Donc, c'est aussi des programmes transnationaux. C'est de façon concrète et nous, on le voit aussi. Par exemple, on n'utilise plus le transport, les anciennes conduites de gaz. On veut mettre aussi en place des sites pour produire de l'hydrogène et puis on veut pouvoir le transporter, que ce soit pour la Syrie. Et on veut développer un réseau vraiment de transport d'hydrogène. Donc on veut parler d'électricité verte. Tout cela, c'est nécessaire. Et nous, les Allemands, on ne va pas réussir à faire ça tout seul. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'autres technologies, par exemple de sites photovoltaïques dans le sud de l'Europe, ou bien dans le nord de l'Europe, nous avons des sites éoliens. Et tout cela va permettre de transporter ensuite de l'hydrogène. Et entre-temps, je suis sûre qu'on va devoir discuter de la couleur de l'hydrogène. Mais évidemment, avec la guerre qu'il y a en Ukraine, ne facilite pas les discussions pour ce qui est de l'approvisionnement en gaz. Donc ce n'est plus aussi stable qu'avant. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on ne doit pas perdre de vue qu'il faut continuer à travailler de façon conséquente avec les différents partenaires dans différents domaines pour notre grande région. Donc je voudrais aussi dire que le projet Mosaïque de Creus, de GAT-Gaz et NCEBO, c'est un projet transnational et on doit travailler justement pour avoir ce réseau d'hydrogène et de ça de deux côtés de la frontière. Et pour finir, le prix de l'électricité va décider du prix de l'hydrogène et ce prix, on verra si c'est concurrentiel. Et ça peut créer des emplois et c'est vraiment important pour notre grande région. Et donc, je suis vraiment très reconnaissante
que dans le cadre de vos discussions, pendant ces 2 jours, vous avez parlé de ce thème de façon si concrète, toujours en voyant qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait le plus de chances possible pour notre région. Donc, qu'est-ce qu'on doit réaliser dans le domaine de l'hydrogène? Et j'espère qu'il va y avoir encore une discussion ouverte et très riche. Et j'espère qu'il y a un plan très, très positif avec des projets très concrets. Donc, on aimerait bien participer évidemment à cela. Pour nous, l'hydrogène, c'est évidemment transnational et c'est l'avenir pour notre région. Et c'est l'intérêt aussi de nos citoyens. Et toutes les aides sont importantes. Et donc, je voudrais finir avec ce mot en vous souhaitant vraiment une réussite dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre-présidente. Et donc, je vous propose justement, pour illustrer le propos, que nous allions un tout petit peu plus vers l'ouest depuis Saarbrücken, vers l'Est mosellan. Nous avons avec nous donc Gilbert Pitans. Gilbert Pitans, vous êtes délégué général du pôle de plasturgie de l'Est, président de l'Institut universitaire technologique de Moselle-Est, et vous travaillez justement sur des démarches intégrées de transformation de votre territoire en misant sur l'hydrogène. Et donc, je serais reconnaissant de nous expliquer quelle est la démarche de territoire sur laquelle vous travaillez et pourquoi cette démarche de territoire est par essence transfrontalière. Voilà, merci de me donner la parole. Ça marche? Ça fonctionne? J'en ai un. Voilà. Ça marche bien, pardon. Donc ici, l'organisation que je représente, le PPE, est chargée par la communauté d'agglomération de Saint-Avold de réfléchir à une filière hydrogène dans le cadre de l'arrêt d'une des 4 dernières centrales charbon en France. Il y a une centrale de 600 MW électriques qui était arrêtée le 31 mars 2022. Donc, dans ce cas-là, a été établi un projet de territoire qui a été signé par le ministre de l'Environnement début janvier 2020. Et dans ce projet de territoire, il y a une activité hydrogène que je vais vous présenter ici. Donc, l'objectif de ce groupe de travail hydrogène qui a été monté avec Dynamise, qui a regroupé John Cockerill, H2V, GRT Gaz, Hydrogène de France, Engie Storengy. Il y avait tous les acteurs de l'hydrogène, aussi bien dans la production que dans l'utilisation, que dans le stockage et le transport. Alors, pourquoi avons-nous proposé l'étude d'une filière hydrogène, justement, Moselle-Est, suite à l'arrêt de la centrale de 600 MW? C'est que le territoire de la Moselle-Est et de la Lorraine en général a toujours été le siège d'activité hydrogène. Alphée avait été créé au début des années 2000. Et pendant longtemps, à Sarreguemines, la station Fayence fut la seule station française à l'est de Paris. Quelqu'un qui allait de Paris en Allemagne devait s'arrêter à Sarreguemines pour refueler en hydrogène. Donc voilà la base de notre démarche. Alors, quels sont les résultats du groupe de travail? Donc, les gens sont réunis avec l'aide de l'État, de l'ADEME et de la Caisse des dépôts. Donc, on a été voir tout ce qui était client potentiel de l'hydrogène à l'échéance 2020, aussi bien dans la mobilité que dans la chimie, que dans la sidérurgie. Et la conclusion était la suivante, c'est qu'il est possible d'envisager une consommation de l'ordre de 300-400 MW d'électrolyse à l'échelle 2040-2050, en se basant sur la mobilité lourde et la mobilité des villes, les bus, les bédins ordures, etc., mais surtout la mobilité lourde avec les corridors de poids lourds qui traversent du nord au sud, d'est en ouest la région, mais surtout la sidérurgie sarroise qui est en demande d'hydrogène, car il est envisagé de verdir la sidérurgie sarroise. Et l'hydrogène a un double rôle dans l'industrie sidérurgique. Premièrement, ça apporte de l'énergie et c'est un pouvoir réducteur pour réduire l'oxyde de fer. Donc, le projet, comme on l'a dit ce matin, Madame Brun l'a dit, de GRT Gaz, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut accélérer. Et si on a une vitesse initiale intéressante, on peut réutiliser les infrastructures existantes. C'est pour ça qu'il est prévu, il est envisagé de réutiliser la conduite de gaz naturel de Mosaïque pour en faire une conduite transfrontalière de transport d'hydrogène. C'est le projet Mosaïque.
et aussi de récupérer des actifs de la centrale Émile-Huchet, qui est quand même une centrale qui produisait jusque dans les années 2015 plus de 1000 mégawatts de puissance, et beaucoup d'infrastructures électriques sont à récupérer sur le site, ou déminéralisées, etc. Donc on peut faire un écosystème beaucoup plus rapide que si on devait tout reconstruire à neuf. Alors pourquoi cette congruence entre de la production en Lorraine et de la consommation en Sarre? C'est que ces deux régions ont toujours été unies, c'était deux sites d'exploitation sur un bassin charbonnier unique. Donc il y avait énormément d'infrastructures en commun, ce n'était jamais étudié formellement, mais toujours c'était fait dans un esprit commun. C'est ainsi qu'il y a des lignes électriques haute tension, 220 000 volts, entre les puits en Sarre et les puits en Lorraine. Il y a des conduites d'eau, des conduites de gaz, dont on en a parlé pour Mosaïque, etc. Donc tout existe pour faire un écosystème rapide. Le tout, c'est que tout le monde se mette d'accord. Alors, des discussions sont engagées, mais je voudrais être un petit peu lyrique dedans. C'est que ce territoire où on produit, Madame la ministre l'a dit, de l'acier, du charbon, etc., c'était à l'origine de la CECA. Hein. Et là, on a l'occasion de clore définitivement les activités charbon en Moselle et en Sarre et de les remplacer par de l'hydrogène. Et beaucoup de gens plaident pour que ce soit traité directement à l'échelle européenne, que c'est comme un territoire sans frontières. Il n'y a pas de frontières visibles entre les deux. Il n'y a pas de frontières industrielles puisque tout est dépensé ensemble. Donc le but de mon intervention, ce serait de dire réfléchissons à un chemin européen pour faire déboucher ce projet qui est vraiment européen dans la lignée de ce que fut la CECA il y a plus de 70 ans. Donc, et ce projet peut aller aussi jusqu'à Luxembourg puisque NCEVO et Créos se sont associés à GRT Gaz dans le cadre du projet Mosaïque. Donc si on veut développer ce projet, il faut aussi penser aux compétences et aux métiers. Donc dans une autre version de ce projet, avec l'Université de Lorraine et l'Institut de soudure, on a réfléchi à la création de compétences et de métiers liés à l'hydrogène. Mais ce n'est pas créer ex nihilo des compétences hydrogène, c'est colorer en hydrogène des compétences, des métiers de l'industrie énergétique qui existent aujourd'hui. Et deux initiatives peuvent en découler. Le premier, c'est qu'on va faire un projet de diplôme universitaire sur les activités de l'hydrogène. Et le deuxième, on se prépare à répondre à un appel à manifestation d'intérêt important qui est fait par le ministère et qui s'appelle « Compétences et métiers d'avenir ». Mais c'est quelque chose quand même de relativement important. On aura aussi besoin d'aide spécifique pour déposer le projet qu'on appelle AMPHI. Hein, c'est Académie des métiers et professions de l'hydrogène. Donc voilà les deux activités qu'on essaye de développer entre la Moselle-Est et la Sarre et autour du projet Mosaïque, dont on a beaucoup parlé ce matin. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement concret. Et cet appel depuis ce bassin industriel à poser les jalons d'une future communauté européenne de l'hydrogène pour succéder à la CECA, la Mountain Union, dont on a beaucoup parlé. On mettra quelques petits papiers pour décrire le projet sur la table. Ici, Bien sûr. Ceux qui en voudront pourront le prendre. Bien sûr. Alors, je vous propose qu'on reste dans l'Est mosellan. Nous avons avec nous donc Marc Zingraff, maire de Sarreguemines, également premier vice-président de Sarreguemines Confluence, l'agglomération autour de Sarreguemines, qui est une agglomération transfrontalière qui jouxte Saarbrücken, et également élu régional. Vous êtes sur un territoire d'expérimentation en matière d'hydrogène. Et donc, je vous laisse la parole pour nous présenter la démarche qui est portée et accompagnée par votre territoire. Oui, mais merci, Monsieur Cusin. Alors, mesdames et messieurs, tout d'abord, je suis venu effectivement, comme Gilbert, pour témoigner de ce qu'on fait sur un territoire. Monsieur Anthony, lors du plateau précédent, demandait à ce qu'on descende de la question de l'hydrogène au niveau régional. En tant que conseiller régional et notamment vice-président de la commission qui s'occupe des questions transfrontalières, ça ne peut que m'arranger. Mais je vous propose de descendre encore un petit peu plus bas, puisqu'on peut aller au niveau local, au niveau qui est au contact des entreprises, qui sont les gens qu'on cible demain. On parlait tout à l'heure des questions des entreprises de logistique et puis de tout ce terrain. Nous avons 70% des entreprises et de l'emploi sur le secteur de ma communauté d'agglomération qui sont de capital allemand. Donc la question transfrontalière, évidemment, pour nous, c'est une question au quotidien. La frontière passe dans Sarreguemines. Sarreguemines, c'est 22 000 habitants dans une communauté d'agglo de 68 000 habitants à peu près.
Et nous nous sommes intéressés très tôt à la question de l'éco-responsabilité, de la transition. Gilbert disait aussi au début des années 2000, autour d'Alfea, il y a une vraie réflexion sur la pile à combustible et sur ce qu'on peut faire à différents niveaux pour essayer d'être meilleur en termes d'éco-responsabilité. Alors on a fait des diagnostics, des plans climat, et la particularité chez nous peut-être, c'est qu'on a diagnostiqué des manques à différents endroits et qu'on a essayé d'amener la meilleure réponse possible avec la meilleure technologie du moment possible pour remédier à ces difficultés. Donc on n'a pas été directement sur la question de l'hydrogène, mais on a évidemment beaucoup travaillé dans le sens de l'électrique. Et n'oubliez pas que nous sommes le berceau de la smart électrique à Sarreguemines, par exemple. On a mis en place un réseau de chaleur biomasse bois. On a récemment, encore avec Total, inauguré des champs photovoltaïques, etc. Maintenant, en ce qui concerne la mobilité, très vite, on s'est tourné vers l'hydrogène, de telle manière à ce qu'en 2014, on a répondu à un appel à projet européen. Et parce qu'on a été choisi avec McPhy, qui fabrique des stations, un certain nombre d'autres partenaires, de financeurs, l'université, Gilbert en parlait tout à l'heure, eh bien, cette espèce de consortium a décroché la possibilité de mettre en place le projet Fayence à Sarreguemines. Donc une station qui produit de l'hydrogène vert sur place. Vous pouvez aller faire le plein tout à l'heure. C'est gratuit, c'était prévu comme ça dans le projet, ça existe encore. Parce qu'en réalité, le projet est de 2015 à 2020. Donc, depuis 2020, le projet directement en tant que tel n'existe plus. Mais nous avons décidé de faire en sorte que ça continue à fonctionner. Pourquoi ? Bien parce que les entreprises autour de nous, les clients, etc., se sont équipés en conséquence. Donc aujourd'hui, l'arrêter en disant l'expérience est terminée, ça pose problème. Donc au plus proche, puisqu'on a le souci de porter ces initiatives-là, on a décidé que ça continue. Maintenant, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'expérience. C'est qu'au bout des années, on voit que les technologies évoluent vite et les collectivités comme nous qui ont investi en la matière, il faut les accompagner. Donc à un moment, on parlait ce matin, quelqu'un ici sur le plateau disait qu'il faut rétrofiter les pipelines, etc. Moi, je pense qu'il faut rétrofiter aussi ces stations pilotes qui étaient démonstrateurs à l'origine, comme la nôtre, qui ont besoin de l'aide parce qu'elles sont opérationnelles de suite, moyennant de très petits investissements à cette échelle-là et au plus proche. Nous, notre philosophie a toujours été le circuit court et notre vertu, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on produit sur place ce que nos entreprises ont l'habitude de recevoir ou de prendre, ou les particuliers de passage. On disait tout à l'heure la circulation, Gilbert le disait dans son introduction. Aujourd'hui, eh bien, on a des clients français, allemands, mais aussi hollandais, par exemple, parce que le circuit qui traverse l'Europe vers la France ou dans l'autre sens passe par chez nous. Et pour les Hollandais, on en a, j'ai encore contrôlé il y a quelques jours, régulièrement. Donc, il est clair que l'équipement, il faudrait le rétrofiter. Et puis, les véhicules aussi, quelquefois, on se rend compte que pour nous, ce qui est difficile, c'est que ces technologies-là ne supportent pas le moindre décrochage. C'est-à-dire que si votre client, à un certain moment, a affaire à des pannes, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'installation de la station elle-même, ou sur les véhicules, je pense à notre flotte, à tous les véhicules à hydrogène que nous avons, nous, à la communauté d'agglomération. Quand elles sont en panne, elles partent en réparation souvent fort loin. C'est très difficile à maîtriser et ça occasionne énormément de difficultés. Donc cette traçabilité-là, parce qu'on ne peut pas avoir recours à un réparateur habituel, enfin, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc simplement, ce qu'il faut, je pense, c'est nous accompagner. Alors, évidemment, ça veut dire des moyens. On se tourne en ce moment même dans ce sens-là. On recherche des moyens et ce n'est pas toujours évident parce que ce n'est pas une station neuve. Aujourd'hui, dans les critères, on vous demande de créer des stations. Vous êtes aidé. Si vous demandez ce travail sur une station existante, même si c'est peu, évidemment, ce n'est pas regardé de la même manière. Et deuxièmement, c'est cette histoire de circuit court. Ça peut paraître vertueux comme ça, mais ça nous pénalise aussi, puisque, quelque part, on ne vise pas la grande échelle, mais nous avons la faiblesse de penser que la grande échelle et ce que nous faisons, nous, c'est largement complémentaire. Nous sommes le contact avec les gens qu'on vise, et encore une fois, selon ce que je vais décider pour ma communauté d'agglomération, je fais vivre la station ou pas. Si je la ferme demain, je laisse en rade les entreprises qui ont misé là-dessus. Et on va prendre du retard, parce qu'elles ne vont pas pouvoir tout de suite entrer dans une autre démarche. Voilà, donc c'est compliqué. Alors, comme on se sentait un petit peu seul dans ce domaine-là, eh bien, on s'est tourné vers la recherche d'un partenaire, de quelqu'un qui gère, qui administre un petit peu tout cela avec nous.
et on a trouvé la société Moby à Épinal, donc région Grand Est, qui a des ambitions, d'abord qui a un véritable intérêt pour notre station, qui veut bénéficier de son image, qui veut bénéficier de son expérience, de son réseau, qui veut modéliser un peu la chose, qui veut également faire de la formation en accord avec l'université, avec cette technicité. On parlait tout à l'heure de compétences techniques qu'il faut avoir, etc. Donc on peut jouer tout ce rôle-là. Et donc la société Moby propose d'aller vers 15 stations dans la région Grand Est et une centaine au niveau européen à l'horizon 2030. Donc sur le modèle existant, et c'est tout à fait faisable avec cette philosophie de complémentarité par rapport à des projets d'une autre envergure, mais qu'on peut articuler de manière, me semble-t-il, très intelligente. Voilà, donc pour terminer, moi ce que j'ai envie de dire, simplement, c'est qu'on a besoin des collectivités de proximité dans cette démarche-là. Historiquement, on le voit bien, et parce qu'on s'est posé, et M. Antony le disait aussi tout à l'heure, parce que le public se pose un tas de questions et que nous, les collectivités de proximité, on est capable de répondre à ces questions et de faire tout un travail dont on ne s'embarrasse peut-être pas à d'autres niveaux. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors la question de compétences, la compétence me rappelle aussi que le 17 juin, je crois, à Metz, à l'initiative de la région Grand Est, on aura un grand moment de réflexion autour de Valérie Debord pour déterminer toutes les questions de compétences, en compétences techniques, etc. Mais peut-être aussi compétences, et je le souhaite en tout cas, compétences à d'autres niveaux, hein, puisque la place des collectivités de proximité me semble essentielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant qu'on change d'échelle. On va aller un petit peu vers le nord-est, entre Moselle et Rhin, vers Rheinland-Pfalz, vers Rhénanie-Palatinat. Nous avons avec nous Bernd Vogler. Vous êtes directeur général des associations de la chimie de Rheinland-Pfalz, Rhénanie-Palatinat, et vous êtes à ce titre un des Sherpas en matière de politique hydrogène de votre land. Et donc, je vous serais reconnaissant de nous expliquer quel est l'état de maturation de la stratégie hydrogène aujourd'hui en Rhénanie-Palatinat et comment votre land inscrit sa stratégie hydrogène dans des corridors européens et comment vous percevez la chance que peut représenter votre adossement à la grande région. Herr Vogler, Sie haben das Wort. Merci beaucoup, vielen Dank. Thank you very much for the invitation. I'm really happy to have the chance to be here and talk with you. Je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui. C'est effectivement une tâche énorme à laquelle nous devons faire face aujourd'hui, notamment l'industrie chimique d'ailleurs. Et le moment est venu de faire les choses comme il faut, plutôt que de faire les choses à moitié. Donc, le problème principal que je constate, j'ai observé des projets très divers, des super projets, et je vois bien souvent des projets un peu partiels. On ne voit pas beaucoup de chiffres généraux, d'évaluation générale du besoin d'hydrogène, du besoin d'électricité, et c'est bien triste, je trouve. Et ça a été l'un des moteurs, l'une des choses qui ont alimenté l'étude qui a été organisée avec le Land de Rhénanie-Palatinat. C'est une étude qui n'est pas encore publiée pour le moment, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais nous essayons de fournir les chiffres nécessaires pour la Rhénanie-Palatinat et des chiffres qui nous permettront d'alimenter nos travaux à venir. Je pense que c'est vraiment crucial de se pencher sur les chiffres qui sont vertigineux. Nous parlons ici d'1 milliard de tonnes d'hydrogène dont l'industrie chimique a besoin. Pour le moment, donc actuellement en fait, nous utilisons cet hydrogène comme source matérielle. Ça n'est pas quelque chose que nous brûlons, nous l'utilisons comme matière première et nous estimons que ce chiffre devrait augmenter et être multiplié par 7. Donc nous avons entendu ce matin que la Commission calcule 10 millions de tonnes. Donc nous en avons besoin de 7, ne serait-ce qu'en Allemagne. Donc je pense que 10 millions, ça ne suffira pas. Et un dernier chiffre concerne l'énergie nécessaire pour l'industrie dans mon land de Rhénanie-Palatinat. Donc on a besoin d'à peu près 40 térawattheures d'énergie. J'estime que nous aurions besoin
de la même chose ou plus en hydrogène et en électricité renouvelable. Donc nous parlons ici de centaines de térawattheures, c'est vraiment une quantité impressionnante. Quand on voit l'échelle à laquelle nous parlons, eh bien, à l'évidence, les solutions ne pourront pas être exclusivement locales. Dans mon land, oui, nous avons une bonne organisation, nous avons la possibilité de produire l'énergie là où nous en avons besoin, mais 100 térawattheures, je veux dire, il faudra absolument toutes nos ressources locales, mais même cela, ça ne suffira pas et de loin. Donc je suis vraiment ravie, et je l'entends rarement, mais on l'a dit aujourd'hui, je pense que 70 à 80% de notre hydrogène doit être importé. Et c'est une tâche titanesque et nous devons commencer à nous y atteler dès aujourd'hui. Oui, je vais rester relativement bref. Je pense que j'ai déjà évoqué mes points les plus importants. Et à l'évidence, il ne s'agit pas que des pipelines venus du Nord. Il faut aussi s'intéresser à tout ce qui arrive ici, depuis la grande région. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Et donc, je vous propose maintenant que nous changions de perspective, avec la perspective d'un industriel, d'un offre de solutions wallon, belge, européen, John Cockerill. Vous êtes un offre de solutions qui, justement, agit et propose des solutions à l'échelle européenne, très engagé dans différents projets sur différents territoires de la grande région. Et donc, je serais reconnaissant, Raphaël Tillot, de nous expliquer quelles sont aujourd'hui les solutions que John Cockerill propose et quelle est votre stratégie pour pouvoir accompagner ces démarches de transition énergétique des territoires grâce à l'hydrogène. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation à participer à cet événement important. Effectivement, John Cockerill est un équipementier. Donc, on fournit des solutions. On est un acteur franco-belge. On a notre siège en Belgique, mais on a 2000 employés en France, comme en Belgique, 2000 aussi, et plus de 20 sièges en France, 20 établissements. On est dans l'hydrogène aujourd'hui le premier fabricant au monde d'électrolyseurs. En 2021, on a installé un tiers des électrolyseurs dans le monde. Donc c'est déjà un métier qu'on maîtrise aujourd'hui pleinement. Au-delà des électrolyseurs, donc les équipements pour produire l'hydrogène vert, on développe aussi des solutions de mobilité. Alors, cette grande région, on la pratique beaucoup, on la connaît bien. On a été membre fondateur, ça a été dit par M. Pitance, de Dynamise, effectivement. On est très impliqué dans des projets de R&D avec différents acteurs, en Wallonie et dans le Grand Est, avec l'IRT de Metz, avec l'Université de Lorraine, notamment. Mais au-delà de ça, on a annoncé, il y a maintenant un petit temps, la construction d'une usine d'électrolyseurs en Alsace, à Aspach, dont la construction a maintenant démarré. Il s'agit en fait de la conversion d'un site existant de John Cockerill pour en faire la première gigafactory du continent. Donc gigafactory, donc l'idée, c'est produire plus de 1000 mégawatts par an d'équipements d'électrolyseurs. Donc les composants seront fabriqués en Alsace et l'assemblage des électrolyseurs en Wallonie, à Serein, près de Liège. Donc cette usine va créer de l'ordre de 250 emplois directs en Alsace et va démarrer l'année prochaine. Et donc sera la première gigafactory en fonctionnement en Europe. Alors, c'est un projet que nous avons annoncé il y a un certain temps. Nous avons décidé d'engager des dépenses sérieuses il y a maintenant plusieurs mois, après avoir été pré-notifiés par la France et par la Wallonie dans le cadre du programme IPCEI, de recherche de subventions européens. Ça fait maintenant 2 ans qu'on avait introduit un dossier tant en France qu'en Wallonie. Après la pré-notification, nous avons compris qu'effectivement nos dépenses peuvent être remboursables potentiellement. On est content de faire partie des 16 derniers projets côté France annoncés par Bruno Le Maire. Le message ici, c'est qu'on a dû prendre certains risques. On est allé de l'avant avant la notification finale parce que les délais restent très très longs. Plus de 2 ans, on n'est pas encore notifié dans un contexte où on sait qu'on veut tous accélérer. Pour un industriel, pour nous, on doit pouvoir anticiper les investissements. Ça a été dit, les ambitions de l'Europe sont énormes, ont été doublées encore récemment, il y a plus ou moins un mois, par la Commission européenne. On parle de 10 millions de tonnes de production d'hydrogène vert sur le continent, plus 10 millions de tonnes dans des pays, entre guillemets, amis, qui vont exporter vers l'Europe. C'est colossal. On parle de 200 à 300 000
mégawatts d'électrolyseurs. Donc nous, les industriels, on peut soit attendre que la demande soit là et ensuite on investit, pour anticiper, effectivement, des mécanismes de soutien financier sont importants. L'Europe a une réelle opportunité, la France et la Belgique aussi, de construire les champions de demain de ce secteur. Notre ambition à nous, c'est 8000 mégawatts de capacité de fabrication d'électrolyseurs dans le monde en 2025. Puisque ça va très vite en Europe, on souhaite construire des équipements européens pour l'Europe sur base d'une techno 100% européenne. Mais au-delà de ça, les acteurs européens dont nous faisons partie ont l'opportunité d'être parmi les pionniers et de prendre des places en Amérique du Nord, en Asie, en fabriquant localement ou en exportant notre savoir-faire vers ces pays-là. Pour terminer, pour vous montrer que ça va déjà très vite, dans mes équipes, on a engagé 140 personnes en Wallonie et en France sur des métiers à très forte valeur ajoutée depuis 15 mois. Donc c'est de la R&D, c'est de la fabrication, c'est de la vente à l'exportation, c'est du montage de projet, c'est de l'exécution, 140 personnes. Donc vous voyez cette dynamique, on y croit et on est vraiment implanté dans cette grande région à cheval entre la Wallonie, le Grand Est et évidemment l'ouest de l'Allemagne. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez abordé les prises de risque prises par les acteurs industriels, les offres de solutions. On a beaucoup parlé déjà d'IPCEI, de mécanismes de financement européen. Nous avons la chance d'avoir avec nous Pascal Arimont. Vous êtes député européen, élu sur le versant belge, très bon connaisseur des enjeux de politique industrielle, environnementale, mais aussi des enjeux liés à la politique structurelle et notamment la cohésion territoriale européenne. Et je serais très heureux de vous entendre pour nous expliquer comment, vu du Parlement européen, vous voyez les perspectives pour que l'Union européenne accompagne les territoires dans ces démarches de transition énergétique au travers de l'hydrogène. D'abord, merci Monsieur Cusa pour m'avoir invité. Je vais quand même parler en allemand. Je serai le seul à parler allemand ici des panélistes. Donc, je viens de la Belgique, mais où on parle allemand. Donc, ça existe. On est très peu, mais nous existons. Donc, je vais parler allemand. Vielen Dank. Merci beaucoup. Et la question clé est la suivante. Comment réussir pour faire en sorte que cette technique du futur soit utilisée pas seulement pour sauver le climat, mais aussi pour développer des opportunités industrielles. C'est une question à laquelle nous réfléchissons tous les jours au Parlement européen depuis 2 ans et demi. Au début de son mandat, Madame van der Leyen a annoncé le Green Deal. Ces annonces ont été suivies d'actions. Il y a des textes légaux, plus de 60. Il y a une certaine législation pour développer ces stratégies. Mais je me joins à Monsieur Vogler. Parfois, il faut juste s'arrêter et se poser la question de quoi est-ce qu'on parle. Et ça, c'est certainement le plus grand obstacle. On peut écrire des magnifiques textes, on peut y mettre les chiffres qu'on veut, mais après, ça doit fonctionner. Et pour moi, c'est ça un obstacle. Voici les chiffres belges. Notre consommation primaire d'énergie est 460 terawatts en Belgique. 460. Sur les 40-60, on produit 81 terawatts. Donc, ce qui sort de nos prises. De ces 81, seulement 16 terawatts sont des énergies renouvelables. Donc, j'arrive de 460 à 16. Les plans qu'on a pour la Belgique et ce que la Commission nous indique, c'est qu'il nous faut 200 à 230 TWh d'énergie renouvelable dans les 20 ans à venir. Donc, je dois avoir une augmentation de 16 à 230 TWh, ce qui, pour un petit pays comme la Belgique, est difficile, voire impossible. Et un deuxième chiffre intéressant dans le contexte de l'hydrogène, comme M. Vogler l'a dit, hydrogène, à l'heure actuelle, on produit 1 million de tonnes d'hydrogène en Europe.
Au total, on utilise 300 millions de tonnes de gaz en Europe. Donc 300 en comparaison avec 1, c'est un défi. Et la Commission vient de fixer que nous devons atteindre les 10 millions dans les 8 ans à venir, donc de 1 million à 10 millions, alors que nous serons encore loin, très loin des 300 millions que nous n'arriverons pas à atteindre. Et donc, alors, soit il faut réfléchir aussi à réduire cette consommation de gaz. Donc, ce sont des volumes d'énergie énormes qu'on voudrait remplacer par l'hydrogène. Donc, c'est bien de commencer. Et c'est comme ça que des projets dont nous avons entendu parler aujourd'hui se développent. Sans ça, il n'y aurait pas d'investisseurs. C'est pour ça que c'est important que l'Europe fixe le cadre, pour l'industrie au sein duquel l'industrie peut s'activer. L'industrie, j'y comprends également les chercheurs, les scientifiques qui développent des technologies, des techniques pour permettre à l'Europe de garder sa première place. Donc, c'est important. Nous sommes occupés à fixer ce cadre et nous espérons au sein du Parlement qu'ensemble avec les conseils, nous pourrons fixer et terminer ce cadre pour les 30 ans à venir. Bon, il y aura une certaine flexibilité, mais au moins l'industrie aurait une sorte d'objectif sur base duquel elle peut s'orienter. Bon, donc, mais dans la question, si on produit 10 millions de tonnes nous-mêmes, si on importe 10 millions d'autres, quid du reste? Et c'est ça la question. Il faut créer un marché. Et c'est ça la question clé. Comment est-ce qu'on crée un tel marché? En trouvant des gens qui utilisent les produits. Mais personne n'utilisera les produits s'ils sont trop chers. Et c'est ça où la boucle est bouclée. J'ai dû négocier un texte concernant le fait si le moteur thermique sera interdit en 2035 ou pas. Moi, j'étais naïf. Je croyais qu'on pourrait créer les véhicules à base d'hydrogène pour créer ce marché. La Commission me dit on ne peut pas faire ça parce que nous n'avons pas assez d'énergie renouvelable. D'abord, il faut donner l'hydrogène à l'industrie, puis un tout petit peu peut-être au trafic, au transport, s'il en reste. Et c'est ça notre défi. Et la formule magique sera la suivante. On ne sera pas capable de produire en Europe parce qu'on n'a pas assez de vent, pas assez de soleil en comparaison avec d'autres régions de ce monde. Et puis, et ça c'est décisif, en tant qu'Européens, en tant qu'Union européenne, nous devons prendre les choses en main pour conclure des contrats avec des pays tiers. À l'heure actuelle, c'est les pays qui font ça au niveau national, qui se rendent au Qatar ou ailleurs pour signer des contrats. Maintenant, c'est important que c'est l'Union européenne qui fasse ça comme une entité, parce qu'elle aura une puissance de négociation beaucoup plus élevée qui permettra ensuite de développer une stratégie uniforme pour l'ensemble des pays. Et la force de négociation sera beaucoup plus grande, parce qu'il faut savoir aussi, il y a les Chinois, les Américains, les Indiens qui font la même chose. Si maintenant la Belgique se rend en Mauritanie pour dire tiens, on aimerait bien acheter un peu d'hydrogène, ça va être beaucoup plus compliqué que si c'est l'Union européenne qui fait sa même chose au nom des 27 États membres. Donc ça, ce qu'il convient de faire. Et maintenant, je rejoins mon voisin. Ce qui est déjà possible devrait être accéléré. Et l'accélération nécessite une approche neutre par rapport aux techniques. Donc, on admettra toutes les techniques possibles et la technique la plus efficace, c'est celle qui le remportera tout automatiquement. Et si on permet ceci, alors il faudra donner les permis beaucoup plus rapidement aux initiateurs de projets. Ce serait bien si la Commission pouvait communiquer très rapidement aux candidats. OK, vous pouvez y aller vite. Et là, on a le problème des règles par rapport aux aides d'État.
Et là, il faudrait une certaine flexibilité, parce qu'ici, il s'agit d'une industrie qu'il n'y a pas encore, une industrie qu'il faut développer, parce qu'il y a un changement climatique qui nous oblige d'agir rapidement. C'est pour ça qu'il faut plus de flexibilité, des procédures accélérées, plus rapides, pour que les entreprises, les entrepreneurs, comme par exemple John Cockerill, pourraient devenir ou maintenir son poste concernant l'électrolyse. Si on arrive à faire ça, l'Europe pourra créer une industrie qui n'existe pas encore telle qu'elle. Et ça, c'est le seul futur possible pour l'Europe. Bon, ce que l'Europe peut contribuer pour combattre le changement climatique sera peut-être possible grâce à ça, mais très certainement, on sera leader au niveau technique, ce qui sauvera notre industrie. Donc, ce sera une double victoire. Parce que nous avons les choses entre nos mains. En tant que Parlement européen, on essaye de faire avancer les choses. Il s'agit de 16 textes. Normalement, il nous faut 3 à 4 ans pour 16 textes. Là, on essaye de faire le tout dans l'espace d'une année. Mais après, il faut que ça fonctionne. Et la grande question, c'est est-ce qu'on arrivera à créer ce marché? Si on arrive à le créer, alors on a tous les atouts. Et ça pourrait être un projet européen. Mais pour que ce soit ainsi, il faut faire beaucoup de choses encore. Et l'industrie doit être innovatrice, elle doit prendre des risques. Mais si elle le fait, elle sera récompensée. Danke Ihnen, merci beaucoup pour cet éclairage. Donc on voit bien effectivement qu'on aborde des enjeux qui sont traités à différentes échelles, en partant du local pour aller jusqu'à une approche mondiale, en passant par des approches régionales et macro-régionales. On a eu un bel exemple là de combinatoire entre différentes échelles d'action. Et je suppose que ceci appelle de la part du public des questions ou des interpellations de nos intervenants. Donc je laisse la parole au public qui souhaite se lancer pour interpeller nos panélistes. Gaëtan. Ça fonctionne? Oui. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc pour commencer, juste revenir sur ce que disait M. Thillot pour John Cockerill. On a eu ce matin la présentation de cette initiative de la Commission européenne pour accélérer vraiment fortement sur le développement des électrolyseurs. Est-ce que vous croyez que là maintenant c'est parti, on va vraiment accélérer et on a la capacité au niveau industriel à lancer les choses avec le soutien des différentes directions générales de la Commission européenne? Ou est-ce que vous avez encore un peu un doute sur cette rapidité d'action? Merci. Merci pour la question. La réponse est je ne sais pas. On va voir. Ce que je peux indiquer, c'est qu'il y a 2 semaines exactement, nous avons été invités avec nos concurrents par la Commission européenne et nous avons rencontré le commissaire Thierry Breton. Et la question, ou l'ordre du jour, je dirais, de la session, c'était « Messieurs les industriels, mesdames, messieurs, que vous faut-il pour accélérer ?» Vous avez vu les ambitions européennes. Elles sont extrêmement élevées en volume d'équipements, d'électrolyseurs. On compte sur vous. Que vous faut-il pour accélérer? Donc, rien que l'initiative mérite d'être soulignée. Donc on a eu un échange très riche. À l'issue de l'échange, nous avons signé un document qui est partagé dans le domaine public, qui est un engagement entre les industriels et la Commission sur certaines choses pour faciliter, pour aider à l'accélération du déploiement de ces technologies. Alors maintenant, effectivement, je pense qu'on partage un constat. On a échangé sur différentes difficultés. Donc, je pense que les difficultés sont bien identifiées. Il y a des idées qui ont émergé.
pour essayer d'accélérer. On va voir si maintenant on y arrive. Alors c'est vrai que ça n'est pas facile. Les aides d'État, c'est un sujet compliqué. Elles doivent être bien dimensionnées. Il y a un vrai sujet d'équité entre les différents demandeurs. Donc ça n'est pas facile. Il y a une série de pays européens. Ça doit aller au même rythme pour tout le monde. Donc on s'aligne en général sur le plus lent, le moins bon élève de la classe. Voilà, donc il y a toutes sortes de sujets. Ce que l'Europe doit bien garder en tête, c'est qu'on est sur une planète, et il y a d'autres continents qui ont des énormes ambitions aussi. Il y a la Chine, notamment, il y a l'Inde, et ça va très très vite. Nous, on est très présents en Chine, on est le numéro 1 en Chine aussi. Et je peux vous dire qu'en Chine, on se passe de toutes ces différentes questions. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Il y a un risque réel que demain, les champions, ils seront comme dans le photovoltaïque, ils seront tous chinois. Il y a un risque réel. Donc, voilà, on doit réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour aider les champions qu'on a aujourd'hui en Europe et peut-être être un petit peu moins timide dans les éventuelles barrières qu'on peut installer pour protéger notre marché aussi, s'assurer qu'on va garder une certaine indépendance qui est peut-être importante pour le futur, pour la pérennité de nos économies. Merci. Ça permet de dézoomer et ça met tout le monde en responsabilité. Autre question ? Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Mathieu Anville, j'en suis dans l'équipe du pôle de plasturgie de l'Est. J'ai une question qui rebondit sur l'intervention que vient de faire M. Tillot et qui concerne en fait le territoire dans la chaîne de valeur de l'hydrogène vert. On parle tous d'électrolyse, de stations hydrogène, et on parle beaucoup d'hydrogène vert et du besoin que l'Europe aurait avec des principes d'additionnalité qu'on doit pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir nourrir le besoin en électricité verte de l'Europe. Quid de la filière du photovoltaïque ? Je prends le point de vue local, puisqu'une gigafactory a été annoncée du côté de Sarreguemines, et il faut savoir que ce sont des capitaux dits norvégiens en premier temps qui étaient sur le site, mais à propriété chinoise. Et aujourd'hui, c'est un Indien qui a racheté le projet en question. Comment l'Europe, je parle en tant que citoyen sur un territoire concerné par cette transition qui nous touche tous, comment l'Europe peut-elle aider pour pousser à ce beau projet de Gigafactory pour vraiment compléter la chaîne de valeur de l'hydrogène vert ? Merci. Qui souhaite apporter un éclairage ? Herr Harimo, vielleicht ? C'est une question très difficile puisque on parle maintenant d'un investissement privé qui se fait sur le territoire français et qui est racheté par un concurrent indien, si j'ai bien compris. Donc c'est la loi du marché, elle est là. Et bon, voilà, on considère qu'il y a des effets très positifs de cette loi dans d'autres domaines, mais ici on parle de marché à créer qui doit peut-être un peu mieux protéger. On parle à l'échelle européenne beaucoup des stratégies d'assurer notre autonomie. Monsieur Breton est le champion de définir des secteurs qui devraient être plus autonomes au niveau européen. Mais ça n'existe pas encore, donc il faut les créer. Et ça, c'est à mon sens, un chemin à défendre. Donc que l'Europe doit non seulement protéger les filières à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi protéger de ce qui vient de l'extérieur. Au moment de la crise de la pandémie, on a un peu protégé les entreprises d'être rachetées par des Chinois ou des Indiens, au moment où ça faisait vraiment mal au niveau des entreprises. Je ne sais pas si c'est un modèle à copier ici pour une filière à naître, mais on est en train de travailler sur le CBAM. Le CBAM, c'est en quelque sorte le parapluie de nos frontières extérieures pour éviter que des produits qui ont été produits avec moins d'énergie renouvelable, par exemple, doivent payer une taxe pour entrer à l'Union européenne. C'est un des instruments qu'on veut mettre en place pour protéger à juste titre donc l'industrie européenne qui se crée. Donc, ce sont ce genre d'instruments qu'on doit développer, qui ne sont pas encore là, mais il ne faut surtout pas
rendre la vie plus difficile aux industries européennes. C'est ce que monsieur disait tout à l'heure. Donc, aller beaucoup plus vite, aller donner, je dirais, des autorisations beaucoup plus vite. Cet aspect de l'aide de l'État, des aides de l'État, penser d'une manière beaucoup plus flexible. On est beaucoup trop lent dans ces aspects-là. Si on veut créer des filières, si on veut créer un marché, il faut être beaucoup plus rapide. Comme il a dit, les Chinois sont partout, achètent partout, copient partout, et à la fin, on crée des bonnes idées, mais ils sont produits ailleurs. Donc il faut éviter cela. Donc c'est une mauvaise réponse à votre bonne question, mais j'essaie d'esquisser un peu le chemin vers où on doit s'orienter. Voilà. Oui. Je sais pas, oui, peut-être de manière simplement complémentaire et sans aller dans la technicité de la question. Un point, effectivement, déjà, moi qui m'interpelle, c'est effectivement la rapidité nécessaire, puisque le projet qu'on a évoqué, ça fait déjà un moment qu'il dure, qu'il est passé à travers un tas de cas de figure. Il faut penser que, par exemple, la collectivité de l'autre côté, ma collectivité en l'occurrence, a déjà dépensé une quinzaine de millions d'euros sur tous les travaux préparatoires pendant tout le temps qui passe. Et pendant tout le temps qui passe, je ne discute pas avec d'autres porteurs de projets qui sont pressés aussi et qui correspondent et qui font exactement ce qu'on aimerait bien. C'est-à-dire qu'ils voudraient aller vite parce que le temps presse et qu'il faut qu'on se décide. Donc il faut effectivement qu'il y ait une forme de clarté, de rapidité, qu'on soit à l'international d'accord sur un certain nombre de choses pour pouvoir rapidement prendre des décisions qui s'imposent. Le bon côté de la question, évidemment, c'est qu'on a des territoires pour porter ces projets-là, hein, et qu'on est, je parle là pour la région Grand Est, on est intéressant pour les investisseurs. Ça, c'est le bon côté de la question. Donc ça nous interpelle et ça nous encourage, bien sûr. Mais je pense qu'il faut effectivement aller plus vite et simplifier un certain nombre de choses pour aller vers l'efficacité. Je vous en prie. Hi, my name is Brad Ledwig. I'm a professor at the University of Luxembourg. Bonjour, je suis professeur d'université. J'ai bien écouté les présentations de la Rhénanie-Palatine et du député européen et j'espère qu'en Europe, on pourra être une source d'inspiration et ne pas se limiter à faire aussi bien que le reste du monde. J'espère que l'on pourra être de véritables leaders. On a perdu la course du PVC, on est à peine concurrentiel au niveau des batteries. La plupart de celles-ci viennent de Chine et de Corée. Peut-être qu'on sera compétitif au niveau des électrolyseurs, mais on perdra peut-être aussi cette course-là. Donc j'aimerais que nos responsables politiques soient ambitieux et fassent de l'Europe une meneuse. J'ai bien écouté aussi l'intervenante de la SAR en tant qu'ingénieur lorsque je vois ces usines sidérurgiques, je me dis que l'on peut peut-être construire de l'acier vert, mais pour ce faire, on a besoin de l'électricité verte, on a besoin de l'hydrogène vert. Vous en avez déjà parlé de manière très théorique, mais nous ne sommes pas capables de fabriquer suffisamment d'hydrogène vert. Il ne s'agit pas uniquement de moderniser les usines, de les verdir. Il faut pouvoir produire de l'acier vert en quantité. Et pour ce faire, il faudra aussi produire des quantités encore plus importantes d'hydrogène. On ne peut se contenter des importations, je pense. Mais où sont les mesures, où sont les actions qui seront prises ? Manifestement, on n'aura pas suffisamment d'hydrogène vert pour décarboniser le secteur de la chimie. Auparavant, j'habitais à Meinham où il y avait de grandes usines. Et les ingénieurs voyaient là un potentiel de création d'emplois, des usines chimiques qui avaient un grand potentiel, mais n'ont pas été agrandies. BASF construit ces nouvelles usines au Moyen-Orient et en Chine aujourd'hui. Alors, où sont les ambitions pour faire de l'Europe une véritable meneuse, et plutôt qu'une gardienne du statu quo? Et c'est une question que j'adresse à l'ensemble des intervenants, bien sûr.
that's exactly the point. Je pense que monsieur a pointé du doigt la question. Moi, je suis optimiste, mais pour ajouter des problèmes aux problèmes, nous sommes des leaders de la technique, de la chimie spécialisée, mais fabriquer, produire de l'hydrogène, ça ne se décide pas du jour au lendemain. On ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, devenir les champions du monde et effectuer un bond en avant phénoménal. Moi, je ne veux pas insulter et me montrer offusquant à l'égard de qui que ce soit, mais être les premiers, ce n'est pas simple. Et je sais que nos sociétés membres travaillent dur et investissent énormément pour être effectivement des meneuses. Elles injectent des milliards, mais ces investissements dans le climat ne génèrent pas des profits à court terme. Ils génèrent des profits, mais à long terme. Et je pense que réfléchir à l'avenir nécessitera énormément de travail. Il ne faut pas se tromper, comme cela a été dit. Si on se trompe, l'échec sera d'autant plus cuisant. On a parlé de deux choses dedans. Tout d'abord, la souveraineté technologique et l'indépendance énergétique. C'est des choses qu'il faut voir très loin, si vous voulez. Aujourd'hui, on s'étonne qu'on dépend beaucoup du gaz russe. Mais si on continue au rythme-là avec les voitures électriques, se posera la question du lithium. Tout le monde sera prisonnier des batteries au lithium qui seront produites par 2 ou 3 pays. On nous refera le coup du gaz russe. Donc il faut essayer de développer des produits de substitution au lithium ou des nouvelles batteries qui n'utilisent pas de lithium ou des métaux beaucoup plus répartis mondialement. Et puis la deuxième question, lorsqu'on parle d'énergie, on est toujours effaré par les chiffres. Il faut multiplier par 6 la production d'électricité, ou multiplier par 10, comme en Belgique, la production d'électricité primaire. Mais il faut bien avoir en tête que l'utilisation de l'hydrogène, il faut l'utiliser vraiment à bon escient. Par exemple, le cycle électricité-hydrogène-électricité, pour faire du stockage, on dit, bon, c'est la façon de stocker techniquement, c'est très bien, mais d'un point de vue rendement énergétique, on part de 55 kWh, après tout le cycle, on n'en récupère que 13. Vous voyez, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut avoir en tête. Donc, il faut essayer d'électrifier au maximum la société, les transports, l'industrie, et passer par l'hydrogène uniquement au moment où on ne peut pas l'alimenter par le réseau électrique ou des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces. Donc c'est bien les deux choses qu'il faut avoir en compte, qu'il faut tenir compte si on veut développer l'hydrogène, donc l'indépendance énergétique, et puis ces histoires de bien être conscient des rendements de production et de conversion de l'énergie. Un dernier commentaire. On est aujourd'hui numéro 1 sur les électrolyseurs. La question, c'est qui sera numéro 1 dans 5 ans et dans 10 ans. Aujourd'hui, ça reste un petit marché. C'est un marché de niche, les électrolyseurs. Il faut le reconnaître. Le vrai défi, c'est en 2030, le marché va être multiplié en valeur annuelle par 100, par 200, par 300. Donc c'est un ordre de grandeur différent. Les joueurs de demain ne seront peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc on est bien positionné. La question, c'est comment est-ce qu'on peut le rester. Alors, on a annoncé des très fortes ambitions, 8000 MW en 2025 d'usines, pas que en Europe, aussi en Inde pour l'Inde. On ne va pas exporter d'Inde vers l'Europe, certainement pas. En Chine pour la Chine, on va continuer. Pas exporter de la Chine vers l'Europe, c'est très clair pour nous. On fera en Europe du Made in Europe, la techno européenne pour l'Europe. Alors, comment est-ce que l'Europe peut s'assurer qu'on aura effectivement des champions européens? Je pense que les subventions, c'est nécessaire. Ça permet d'accélérer, alors que la compétitivité du vert par rapport au bleu ou au gris n'est pas pleinement là. Je pense que si vraiment l'Europe veut atteindre ses ambitions, a besoin de l'ordre de 300 à 350 000 mégawatts d'électrolyseurs sur le sol européen et dans les pays qui vont exporter vers l'Europe, eh bien, on peut faire en sorte que les électrolyseurs, les équipements qui seront vendus pour ces projets, ces 350 000 mégawatts, c'est colossal, soient avant tout fournis par des fournisseurs européens. Et je pense qu'il y a une dernière dimension, c'est l'alimentation en énergie renouvelable, en électricité renouvelable. Alors, soit on veut ajouter toutes sortes de contraintes aux développeurs de projets, à nos clients. On leur dit, voilà, vous devez démontrer que c'est une nouvelle ferme éolienne, une nouvelle ferme solaire, et juste à côté. C'est compliqué, ça prend du temps. Dans une vie précédente, j'ai développé des projets éoliens. En éolien terrestre, ça prend 5 à 7 ans, on va dire. En éolien en mer, ça prend 7 à 12 ans. Le solaire, c'est un peu plus rapide. Alors, si l'Europe veut aller vite, il faut être plus flexible, je pense. Il faut accepter que les électrons verts vont traverser le réseau, seront peut-être produits en Espagne pour alimenter des électrolyseurs en Allemagne,
Que peut-être pour démarrer l'usine de production d'hydrogène vert, peut-être que dans un premier temps, on prendra de l'élec sur le réseau. Peut-être. Pendant 6 mois, pendant 18 mois. Et on l'accepte. On démarre. Donc voilà quelques idées qui, je pense, peuvent aider les Européens. On a le temps de prendre une dernière question. François Lapic, also, University of Lorraine in France. Je représente l'Université de Lorraine en France. Tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Thillot, et avec vous, Brad, au sujet de l'éolien. Mais en fait, certains responsables politiques, et c'est particulièrement le cas en France, c'est bien certains responsables politiques font des commentaires un petit peu bizarres au sujet des éoliennes. Ils se posent la question ils se disent, c'est bien, si je suis élu, je mettrai fin et je démantellerai les éoliennes parce que les gens trouvent ça laid. Je pense qu'il n'est pas suffisant d'être convaincant. Il faut pouvoir réfléchir au travail qui reste à faire pour effectuer des économies d'énergie, pour verdir nos processus et les rendre moins énergivores. Oui, je vous donne raison. Si les chiffres sont bons que j'ai en tête, la France, toute la production en énergie, le nucléaire fait 40%. Donc 60%, il faut le faire autrement. Parce que les 40 ne vont pas augmenter spectaculairement. Donc, il faut produire 60% de son énergie primaire, ou bien en réduisant, ou bien en produisant par des sources renouvelables. Donc, de toute façon, la France doit investir dans le renouvelable. Pour produire également peut-être de l'hydrogène vert. Mais c'est aussi une question, la question des couleurs pour l'hydrogène. Moi, dans un premier temps, je crois qu'il faut accepter toutes les couleurs pour créer le marché. Et puis se concentrer par après, au moment où, je dirais, la production renouvelable augmente, d'avoir l'hydrogène vert. Bonne note à la fin. J'habite donc ici, donc près des frontières allemandes, luxembourgeoises et néerlandaises. Ce où on est très fort, c'est on a déjà une infrastructure de gaz assez développée. Et on a des ports qui sont, je dirais, compatibles avec toutes les nécessités dont on a besoin pour importer de l'hydrogène. Donc, ça, c'est une des réponses à la question, est-ce qu'on sera champion dans cette matière-là? On a déjà cette infrastructure, il faut la remodeler. Ça ne nécessite pas des investissements hyper importante. On peut remodeler donc l'infrastructure avec, je dirais, des montants assez raisonnables. Et puis, je dirais, pour être ambitieux, je crois que le continent européen est le continent le plus ambitieux au monde. Les chiffres qu'on a fixés par la loi climat, c'est la plus ambitieuse du monde. On a fixé 50% de réduction CO2 en 2030, donc dans 8 ans. Il faut réduire de 55% le niveau de CO2. Si on veut le réaliser, il faut vraiment être rapide, très vite et très efficace. Et demain, je crois, la Commission va présenter son programme Repower EU, donc suite à la guerre. Donc comment elle voit maintenant les choses suite à la guerre pour accélérer les choses. Donc on connaît cette question, comment être champion. C'est en se mettant des ambitions, je dirais, chiffrées, et je crois que l'Union européenne l'a fait. Le faire davantage, moi, personnellement, je n'y crois pas trop, puisque ce n'est pas réalisable. Donc, il faut aussi être réalisable dans ces chiffres. Et c'est pour ça que je crois qu'on est déjà très ambitieux. Il faut déjà faire ça, c'est déjà très ambitieux. Merci à vous, ça sera le mot de la fin, ambition et réalisme. Merci à tous nos panélistes, merci à la ministre-présidente Rellinger qui nous a quittés. Et donc nous faisons une courte pause avant de reprendre à 16h pour le panel consacré aux approches macro-régionales. Merci.